Merci de nous accueillir sur CNews et sur Europe 1 avec moi pour commenter cette actualité. Naïma Mfadel, essayiste. Bonsoir Naïma. Bonsoir Thierry. Louis de Ragnel, journaliste. Bonsoir Louis. Bonsoir Thierry. Véronique Jacquier, journaliste. Bonsoir Véronique. Bonsoir Thierry, bonsoir à tous. Muriel Wakin-Melki, avocate, présidente de l'organisation juive européenne. Bonsoir Muriel. Bonsoir Thierry. Et il a tenu ses promesses. J'accueille avec beaucoup de plaisir David Levaux, secrétaire régional Bretagne Unité. Soyez le bienvenu. Je vous avais lancé une invitation le week-end dernier en disant « Je veux absolument vous avoir à mes côtés après la visite de Bruno Retailleau et de Didier Migaud. » Et vous avez tenu vos engagements. Donc vous allez nous dire... Je vous remercie de l'invitation. Je vous souhaite aussi une bonne soirée, ainsi qu'à tous les auditeurs et à tous vos invités. Et je suis enchanté de venir pour un petit provincial, venir sur un plateau parisien, c'est toujours un petit peu... et c'est important, on est ravis de vous accueillir parce que vous parlez vrai. Et c'est ce qui m'a plu d'ailleurs lorsque nous nous sommes parlé le week-end dernier, puisque j'aimerais absolument vous avoir, puisque je le disais, le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Justice ont appelé aujourd'hui à Marseille à faire front commun et agir vite dans la lutte contre le narcotrafic. Ils ont parlé de cause nationale. Sincèrement, je vous regarde droit dans les yeux, je le dis également pour nos auditeurs d'Europe 1, est-ce que vous avez été convaincu par le discours des deux ministres et leur prise de position? Parce qu'il est important qu'ils marchent ensemble. Je pense que ce qui est important, c'est pas que je sois moi convaincu, c'est que les milliers de collègues qui sont sur le terrain, mes milliers de collègues, mes milliers d'enquêteurs soient convaincus. Moi, je ne suis que leur voix ici, je les représente, j'essaye de les représenter au mieux. Après, il y a des annonces qui ont été faites de manière structurelle qui sont intéressantes, avec des bonnes pistes. Maintenant, nous, ce qui nous inquiète toujours, et pour nous les policiers de terrain, c'est les moyens. Puisque aujourd'hui, on nous annonce beaucoup de choses de manière structurelle qui devraient changer et qui sont des bonnes choses. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien que le narcotrafic, et on dit bien, on parle de narcotrafic, donc ça veut dire qu'on parle aussi de corruption, qui pourrait être au plus haut sommet aussi. Donc voilà, je pense qu'il est vraiment temps de le faire. La justice, la police, nous on le dit depuis toujours, on est une chaîne unie. Et quand il y a un maillon qui est cassé, on peut pas fonctionner. Donc il faut continuer comme ça. Il faut vraiment qu'il y ait une entente. J'espère sincèrement que ça ne sera pas que des paroles, parce que ça fait 33 ans que je suis policier et j'en ai entendu beaucoup. Je pense qu'il y a une vraie envie. Maintenant, je l'ai dit la dernière fois, l'envie, ça fait pas tout. Non. Il faudra de l'argent, il faut des moyens. Vous savez, moi je parle souvent, alors je vais parler un petit peu, c'est vrai que je parle de Marseille, mais je parle de Rennes parce que c'est une ville où j'y suis, il s'est passé des choses terribles, mais qui se passent depuis quelques années. Il nous manque environ une trentaine d'enquêteurs, mais c'est dans tous les commissariats comme ça. Donc on nous parle en fait de narcotrafic, on nous parle du haut du spectre, qui est très bien, mais quid du bas du spectre? Quid de mes collègues abandonnés? Vous savez, sur Rennes, aujourd'hui on a un logiciel qui s'appelle RPPN, pendant 2 jours il n'a pas fonctionné. C'est-à-dire qu'en une journée, mon collègue, il a réussi à faire un PV de garde à vue. Ça, c'est du concret. Ça, c'est du concret. Ça, c'est la vérité. Le LRP, il est obligé de se mettre sur la version d'avant. C'est-à-dire qu'on nous promet un logiciel qui va arriver, mais qu'en 2026, voilà aujourd'hui ce qu'est la réalité des policiers de terrain. Aujourd'hui, ceux qui luttent contre les stupéfiants, dans l'ancienne en tout cas, ce qui s'appelait avant la sûreté départementale à Rennes, ils sont 3 policiers. 3. Voilà. Donc, nous, on attend aujourd'hui, les annonces, c'est bien, on attend des effectifs. Aujourd'hui, on a un renfort qui est prévu sur Rennes en effectif en tenue, mais on n'a pas de visu sur des effectifs enquêteurs. Donc voilà, donc c'est la grande inquiétude. Et moi, je vous le dis aussi sincèrement, aujourd'hui, l'investigation, ça n'intéresse plus nos collègues, parce qu'avoir 400 dossiers sur son bureau, avoir le risque quand on est au PJ de faire une bêtise, et moi je le prends pour les violences intrafamiliales, etc. On peut passer à côté d'un dossier et on se retrouve devant la justice et on est bien seul. Voilà, donc tout ça, il faut balayer tout ça. Et aujourd'hui, les annonces qui sont faites sont des bonnes annonces. Il va falloir les mettre en musique. Et ça, en tout cas, il faut des bons chefs d'orchestre, mais il va falloir les moyens pour le faire. Et il va falloir payer les musiciens aussi. Et il va falloir que les deux ministres jouent ensemble. C'est une évidence, je l'ai dit tout à l'heure. Si l'un joue contre l'autre, je vois pas comment on peut avancer, c'est pas possible. Donc on peut pas demander des résultats à un ministre de l'Intérieur si le ministre de la Justice met des bâtons dans les roues. Donc ça, c'est une évidence, je veux dire, ça paraît évident à tout le monde, mais pas forcément qu'aux policiers. On écoutera dans quelques instants Didier Migaud, qui doit s'exprimer. Donc vous pourrez réagir à tout moment à sa prise de parole. C'est du concret, Louis de Ragnel, ce que nous dit David Levaux. David Levaux résume bien. Il résume bien la situation. L'enjeu de la situation, c'est-à-dire que vous donnez sa chance au ministre de l'Intérieur et à toutes les annonces qui ont été faites. Et de ce point de vue-là, c'est plutôt positif. Vous n'êtes pas dégoûté, vous n'êtes pas dépité. Vous êtes là, voilà, il faut maintenant que ça avance.
C'est vrai que la difficulté à laquelle vous êtes confronté, c'est que l'enveloppe budgétaire, on le sait à l'avance, puisque le budget est en discussion et on sait que le budget du ministère de l'Intérieur va être sanctuarisé mais ne va pas augmenter. Donc a priori, il n'y aura pas de recrutement massif supplémentaire. Et effectivement, c'est ce qu'il faudrait pour répondre à la situation à Rennes, mais comme dans toutes les villes de la taille de Rennes, et même les villes un peu plus petites. Et s'agissant du recrutement en police judiciaire, moi ce qui me fascine, c'est que il y a une quinzaine d'années encore, 15-20 ans, la police judiciaire, c'était le Graal de la police. Tout le monde voulait faire de la PJ. Didier Migaud vous interrompt. Et ben alors, on retrouve Didier Migaud qui s'exprime tout de suite. Quand est-ce que vous allez mettre en place le statut des repentis et à qui il va s'adresser? Il faut passer par la loi. Donc c'est un sujet qui doit encore être travaillé, qui a fait l'objet d'une proposition de loi et qui devrait être débattu d'abord au Sénat le 27 janvier prochain. Donc voilà, nous allons... ce matin, j'ai annoncé des mesures immédiates et puis des pistes qui nous obligent là à passer par la voie législative. Mais à qui va s'adresser exactement ce statut de repenti? Quel type de personnes? C'est ce que nous verrons. Ce sont des personnes qui peuvent regretter, qui peuvent négocier et qui ont besoin justement d'un statut particulier pour pouvoir, comme ça se fait dans d'autres pays, négocier un certain nombre d'informations et de renseignements. On sait que l'information, le renseignement, ce sont des choses qui sont essentielles si on veut lutter contre la grande criminalité organisée. Donc voilà, si on peut bénéficier bien sûr de sources d'informations, de renseignements de la part de personnes qui regrettent le comportement qu'ils ont pu avoir, eh bien ça peut être utile pour la justice. Et quels moyens vont être mis pour le nouveau parquet anti-stupéfiants? Anticriminalité organisée, il faut bien sûr l'élargir à la criminalité organisée. Là, j'ai annoncé des mesures immédiates dans l'attente d'une consécration législative, si je puis dire. Bon, nous allons créer une cellule nationale avec des magistrats et avec également une équipe autour des magistrats qui peut comprendre des policiers, des gendarmes, du personnel aussi de Bercy, des spécialistes de la criminalité, c'est-à-dire une cellule nationale. Et puis je me suis engagé aussi à renforcer les moyens des juridictions spécialisées, aussi bien au niveau national qu'au niveau local, à la fois au niveau des parquets et au niveau des sièges, parce qu'il faut bien sûr pouvoir investiguer, pouvoir instruire, et puis il faut aussi pouvoir juger. Et bien évidemment, nous allons regarder les moyens pour Marseille, pour les renforcer, à la fois au niveau du parquet et au niveau du siège. Avec ces annonces faites avec le ministre de l'Intérieur ce midi, est-ce bien nécessaire maintenant d'avoir un parquet national? Il faut une coordination nationale, il faut des échanges entre les différents parquets, et ça, il faut que vous puissiez avoir une gestion nationale. Donc oui, c'est utile d'avoir un parquet... La coordination nationale ne suffira pas? Eh bien, la coordination nationale, il faut aussi qu'elle puisse être incarnée, il faut qu'elle puisse avoir des échanges avec les autres parquets. Ensuite, nous verrons au niveau de la justice comment nous nous organisons. À partir de ce parquet national, il faut bien évidemment favoriser les échanges. On sait que sur le plan des affaires criminelles, beaucoup de choses sont imbriquées entre la criminalité organisée et puis la criminalité ordinaire. Donc il faut veiller à ce que le parquet national qu'on mettra en place puisse être le plus efficace possible, sans remettre en cause, bien évidemment, les travaux qui peuvent être conduits au niveau des parquets locaux. Vous espérez, avec une majorité fragile à l'Assemblée, pouvoir y arriver assez rapidement? Bien sûr, parce que je crois que c'est un sujet qui doit dépasser les clivages partisans, les clivages politiques. Il ne nous a pas échappé qu'il n'y a pas un gouvernement monocolore. Donc déjà, nous avons des sensibilités différentes. Au niveau du gouvernement, nous essayons de travailler à des compromis dans l'intérêt général. Et nous serions irresponsables si, pour lutter contre la criminalité organisée, nous n'étions pas capables
capable de nous mettre d'accord et d'avancer. Je suis persuadé que nous aurons un soutien très important et très consensuel au niveau du Parlement sur ces sujets-là. Est-ce que vous pouvez nous dire comment est le projet de cité judiciaire à Marseille? J'ai cru comprendre qu'il se heurtait à certaines résistances, mais c'est un projet qui est engagé, auquel les magistrats tiennent. Il y a un certain nombre d'engagements qui ont été pris. Pour le moment, il n'y a pas de retour en arrière prévu. Lors d'une commission sénatoriale sur le trafic de drogue, des magistrats ont dénoncé de la corruption au sein de la justice. Vous pouvez en parler, vous êtes au courant? La corruption, elle peut être partout, donc il faut qu'on y soit attentif. Ces criminels, ils ont des moyens considérables. On parle de 6 milliards de chiffre d'affaires, de 3 milliards et demi, 4 milliards de bénéfices nets. Ce sont des moyens qui sont considérables, avec la possibilité de corrompre effectivement toute la chaîne pénale. Donc il faut que nous soyons attentifs à cela, que nous prenions les mesures de prévention par rapport à cela. D'ailleurs, avec le ministre chargé des comptes publics, nous présenterons ensemble, en début d'année prochaine, le plan national de lutte contre la corruption. Et bien évidemment, nous y intégrerons cette dimension. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Merci. Merci. Au revoir. Secrétaire régional Bretagne Unité, est-ce que, en vertu de ce qu'on s'est dit juste avant sur cette volonté de marcher avec deux jambes, comme le disait Sandra Buisson, est-ce que vous êtes convaincu par les propos du ministre de la Justice, David Lehaut? Mais je l'ai dit la semaine dernière, moi je suis comme Saint-Thomas, je crois, ce que je vois, donc, et mes collègues maintenant aujourd'hui, ils ont tellement entendu de discours, tellement entendu de choses, ils ont tellement vu la justice faillir à sa mission, et non pas par forcément, des fois, à cause des juges. Il faut se dire aussi que les moyens de la justice sont en totale décrépitude. Allez interroger les magistrats, allez interroger les TGI, on n'a plus de greffiers, parfois il faut attendre, on a des individus, ils sont convoqués 1 an et demi après les faits, quand ils sont convoqués pour les faits, finalement, ils ont déjà 10 faits derrière, ils ne savent même plus pourquoi ils sont présentés finalement, et puis finalement on les relaxe. On le voit, on l'a encore vu à Rennes dernièrement, pris avec 40 grammes de cocaïne, relâché. Voilà, nos collègues, ils ont vraiment l'habitude et l'impression de travailler dans le vide. Mais encore une fois, là, moi, je reprends mon petit niveau régional. On travaille là, on ne parle que du haut du spectre. Alors évidemment qu'il faut y lutter, mais c'est pas que national, c'est international. Aujourd'hui, si on ne travaille pas sur le haut du spectre international, on n'y arrivera pas. On sait d'où ça part, on sait par où ça passe, on sait où ça arrive. On sait que les ports sont aussi, aussi corrompus. On le voit bien. Il y a même des dockers, car on arrive à corrompre des dockers pour déplacer, en tout cas, la nuit les containers. Donc, on voit bien que tout ça, on voit bien des annonces. Encore une fois, on va rester très vigilant. Est-ce qu'il y a une vraie conviction de faire les choses, d'aller vite, parce que le narcotrafic, il va pas disparaître demain. Ça fait 25 ou 30 ans qu'on le... Non, Bruno Retailleau a dit qu'il fallait au moins 10 à 20 ans. On l'a rappelé avec Véronique Jacquier tout à l'heure. Oui, c'est sûr. Mais après, encore une fois, si on veut rester motivé et continuer à motiver nos collègues, mais il va falloir vraiment qu'on y mette les moyens et que nos collègues voient des résultats. Parce qu'encore une fois, ce qui motive, c'est quand vous interpellez, c'est votre métier. Vous êtes là, vous interpellez, vous êtes là pour interpeller les dealers, mais c'est aussi pour protéger les gens, c'est aussi pour protéger leurs enfants. Et quand vous faites ça tous les jours et que les gens sont relâchés, moi, franchement, quand je parle de résilience, c'est impressionnant. Je suis toujours interloqué par ça, quoi. Ils continuent à y aller, ils continuent à aller au charbon, sachant que le gars va pas être condamné et qu'il risque même d'être filmé. Et que si jamais il y a un coup qui part, ils vont être filmés, ils vont se retrouver devant le tribunal. Et qu'encore une fois, on les montrera du doigt et que les coupables, ça sera pas les voyous, ça sera le policier, parce qu'on sait bien, le policier, c'est une bête inhumaine qu'on sort d'une boîte qui est assoiffée de sang, et quand il sort de sa voiture, c'est pour agresser les jeunes et pour les tabasser. Faut arrêter un petit peu tout ça. Moi, je pense que les policiers, ils font très bien leur métier. Ils ont un profond respect, même pour les individus qu'ils interpellent. Mais encore une fois, quand il faut utiliser les moyens et la force, on le fait. Mais qu'on nous donne réellement les moyens de travailler, qu'on arrête de nous dire on va faire. On fait, on y va. Je vous assure, mes collègues, ils sont prêts. Et sur tout le territoire, ils sont prêts à y aller. Et quand il faudra aller au charbon, ils vont y aller. Comprenez les uns et les autres pourquoi je voulais absolument que David Lehaut soit avec nous ce soir. Parce que il parle vrai, je dis non pas que vos confrères ne parlent pas vrai, mais c'est vrai que lorsque nous sommes parlé le week-end dernier, vous m'avez beaucoup touché en fait. On évoquait la situation rennaise, et je voulais absolument que vous soyez à nos côtés ce soir, évidemment pour commenter ces prises de position. Réaction, Muel.
Joaquin Melki. Moi, je suis avocate pénaliste. Donc, les gardes à vue, les rapports avec les enquêteurs, les dossiers, tous les soucis que vous évoquez, monsieur, je les connais par cœur. On les dénonce depuis des années. Je crois que si on souhaite progresser aujourd'hui, il faut viser l'excellence, véritablement. Viser l'excellence, ça veut dire se doter aussi de moyens humains, en essayant effectivement d'avoir des gens qui soient investis, et des gens qui soient de qualité, de compétences et qui ont envie de faire bouger les choses, et puis des moyens financiers. Des moyens financiers pour notamment payer ces gens au juste prix, pour continuer à les motiver, pour qu'ils ne soient pas démotivés. Et puis des moyens matériels. Parce que ce que vous décrivez tout à l'heure, le coût du logiciel obsolète, c'est le quotidien. Monnaie courante, vous n'avez pas idée. Les imprimantes, on en parle des imprimantes ? Aller dans un les imprimantes, il n'y a pas d'imprimante dans les commissariats, il n'y a pas de rame de papier. Donc on en est là, et c'est du quotidien en fait. Et donc quand je dis qu'il faut donner des moyens matériels, il faut donner des moyens matériels. Quand je dis qu'il faut viser l'excellence, si on veut obtenir des résultats, que ce soit dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans ou dans 20 ans, il faut viser tout en haut, véritablement. La création d'un pôle national pour lutter contre cette criminalité organisée, oui, c'est une très bonne chose, mais évidemment qu'il faut la coordonner au niveau international, sinon ça ne servira à rien. Donc, ça sera un coup d'épée dans l'eau. Première bonne étape. C'est une première bonne étape, et elle est fondamentale. Il faut qu'on puisse avoir un recoupement entre toutes les procédures, et il faut que ce soit plus simple aussi dans le quotidien des enquêteurs et des magistrats qui travaillent sur ces dossiers. Les avocats aussi au demeurant. Mais ensuite, il faut arriver à inscrire cette lutte, parce qu'il y a des flux financiers qui traversent le monde entier. C'est de ça dont on parle avant tout, les flux financiers, et c'est ce qu'il faut observer. Pour observer ce flux financier et pour les poursuivre et pour remonter jusqu'aux auteurs et à ceux qui en profitent, il faut forcément avoir une vision internationale de ces dossiers-là. Et cette vision internationale, elle doit aussi se concerter sur le plan européen, mais à l'échelle planétaire, bien évidemment. David Levaux, vous souhaitez réagir ? Je suis tout à fait d'accord avec vous. Aujourd'hui, c'est ce que vivent nos collègues sur le terrain. On travaille avec des bouts de ficelle, avec des bouts de chandelle, avec du matériel. En fait, quand on reçoit du matériel, ça fait 10 ans qu'il est obsolète. Et c'est tout le temps comme ça, en fait. Donc c'est aussi la difficulté. Je vous donne un petit exemple. On a une réforme de la garde à vue qui a été faite, qui a été mise en place en juillet. Moi, je vous le dis simplement, la mise à jour, elle est toujours pas faite chez nous. Et elle sera pas faite avant janvier. C'est-à-dire que les enquêteurs n'ont même pas la mise à jour pour la garde à vue. Donc voilà, alors qu'elle a été faite chez les gendarmes au 1er juillet. Donc voilà dans quel état est notre police nationale. On a un nouveau ministre, alors évidemment qu'il faut lui laisser sa chance. Il a décidé de mettre les moyens, et le ministre de la Justice, j'espère qu'il le suivra, mais on voit bien que dans les discours, ils le suivent. Mais aujourd'hui, si on donne pas les moyens aux policiers, je l'ai dit tout à l'heure, on n'a plus personne qui vient en investigation. Ça n'intéresse plus nos collègues. Voilà, ils veulent plus venir parce que ça les intéresse pas de venir pour se faire tout le temps mal voir, pour avoir des procédures par-dessus la tête, parce que eux ils vivent 24 heures sur 24. Quand vous avez une procédure qui est commencée, quand vous avez un viol d'enfant, quand vous recevez une famille où il y a des enfants qui ont été battus, mais vous dormez avec ces dossiers. Ils vivent de ça, mes collègues, chaque jour. Mais ça, personne ne le voit. Et moi aujourd'hui, je suis leur voix et je le dis sur votre plateau. Il faut penser à tout ça, à tous ces collègues, à toutes ces femmes et ces hommes qui tous les jours se lèvent et ils vont à la maille, ils vont au charbon parce que ils aiment ça et ils aiment leur pays. Ce sont des policiers républicains. On aime notre pays, on aime notre drapeau. Liberté, égalité, fraternité, c'est notre devise. Et nous, en tout cas, je peux vous dire que mes collègues, ils lâcheront jamais le morceau et que si l'État décide de mettre les moyens, je l'ai dit tout à l'heure, on sera présent, on répondra présent. Et quand il faudra aller chercher les gars, quand il faudra les mettre en prison et quand il faudra mettre de la force et y mettre peut-être de se mettre en danger, ce qu'on fait tous les jours, on le fera. Oui, Laurent Ragnel, réaction sur... J'aimerais aussi que vous réagissiez sur la prise de parole de M. Migaud. Et j'aimerais réagir sur ce qu'a dit Didier Migaud. Je trouve que sur la forme, j'aurais aimé qu'il soit... On a un peu plus... n'était pas extrêmement convaincu par le sujet qu'il portait. Et d'ailleurs, quand il parle d'un parquet spécialisé, il ne le nomme pas. Non. Donc il dit qu'il faut agir sur le volet de la criminalité organisée. D'ailleurs, je pense il manque quelque chose. Là. Ce qu'on appelle le parquet anti-stupéfiant, en réalité, c'est plus la criminalité organisée pour précisément lutter. Vous l'évoquiez, maître, tout à l'heure, toute la question des réseaux internationaux. Et puis on voit bien que, c'est pas juste un parquet contre les dealers. C'est qu'en fait, le trafic de stupéfiants s'inscrit dans le cadre de la criminalité organisée, dans lequel il y a d'autres activités délictuelles qui sont pas exclusivement le trafic de stupéfiants, mais voilà, tout est lié. Donc voilà, c'est une bonne première pierre, et ça va vraiment dans le bon sens. Et ensuite, ce qui est vrai, c'est qu'il y a deux écueils. Un, on n'a pas beaucoup d'argent, et ça vous le savez. Et deuxièmement, le contexte politique fait que
c'est très difficile de faire passer un certain nombre de lois, et le garde des Sceaux l'a immédiatement rappelé. Ce que je trouve un tout petit peu, voilà, moi j'aurais aimé avoir un garde des Sceaux qui me dit, un peu plus, qui nous dit, je vais aller me battre pour essayer de convaincre les parlementaires un par un de l'urgence de la situation, et voilà, et du fait qu'il faut absolument cette loi, quelle que soit la couleur politique. J'aurais aimé que ce soit plus explicite, plus affiché. Je le connais mal, donc c'est peut-être pas dans sa nature. On verra mais c'est la perception, je la partage, dans les prochaines semaines. Et ensuite, un message d'espoir, malgré, en dépit de ce que vous dites parfois d'un peu négatif. Non, le positif, c'est que ce qu'on entend quand même... Le positif, c'est qu'il ne veut pas lâcher. Voilà. Malgré les conditions. Et ce qui est rassurant, je pense, pour nous tous, pour les Français, c'est qu'on a encore une police qui a le sens de la mission. Parce que c'est un métier de passion, de vocation, de mission. Et ce que vous disiez sur le fait que les enquêteurs dorment avec leur dossier... voilà, et en fait ils sont pas, et c'est pas négatif dans ma bouche, mais vous allez comprendre ce que je veux dire. On n'assiste pas à une sorte de fonctionnalisation entre guillemets de la police où on n'a pas des policiers qui se disent bon bah je fais mes horaires, je pars, c'est fait, c'est pas fait, c'est pas le sujet. Voilà, on a encore une police qui est engagée, passionnée, qui attend qu'une chose en fait, c'est qu'on lui fasse confiance et qu'on lui donne les moyens de faire son travail. Donc voilà, je pense que la balle est dans le camp du gouvernement. Et pour terminer, je pense que moi c'est ce que je regrette par rapport aux moyens. C'est que, encore une fois, dans le budget, on a vu que le gouvernement essaye de satisfaire à peu près un peu tout le monde en faisant vous voyez, on va limiter la casse sur tous les sujets. Vous savez comment ça se termine, c'est que généralement tout le monde est insatisfait. Mais quitte à faire en fait, vous pouvez pas satisfaire tout le monde. En fait, la politique, c'est faire des choix. Et je préférerais 1000 fois avoir un gouvernement qui vous dit, bon, je vous prends un exemple au hasard, parce que c'est celui qui me vient comme ça, l'aide au développement qui coûte l'équivalent du budget annuel du ministère de la Justice, pendant 5 ans, on gèle. Et l'argent qu'on mettait pour l'aide au développement, eh bien, on le met en direction de la police et de la justice. Ça coûte pas 1 euro de plus aux contribuables français. Ce sont des choix politiques. Et d'autres pays ont fait ces choix politiques. Et dès lors que vous dites que c'est une priorité, que c'est quelque chose qui est essentiel, quand vous organisez votre vie, vous vous dites, moi, ma priorité, c'est mon métier, ma priorité, c'est mon équilibre, ma priorité, je sais pas, c'est gagner de l'argent, ça veut dire que toutes les actions que vous faites dans votre journée, que la manière d'organiser sa vie se fait autour de cette priorité. Eh bien, je trouve que pour le gouvernement, il devrait faire pareil. On se dit que la priorité, c'est la sécurité des Français. Eh bien, dans ce cas, on réduit certains postes de dépenses et on se dit, on met le paquet vers la police, la justice, et au moins, il y a une chose qui est réellement réussie. Le problème, voilà, c'est que quand vous diminuez de 5% chaque budget, avec les mots, on essaie de combler, on essaie de garder la face, mais in fine, la satisfaction, elle n'est pour personne. Alors, je vous propose 2 choses. Je vais vous faire réagir, Véronique, Naïma aussi, mais Patrick Urban, qui me parle à l'oreille, avec qui je construis cette émission, m'a sorti 2 petites séquences où Bruno Retailleau et Didier Migaud parlent de leur collaboration. Et je pense que ça peut intéresser tout le monde, et évidemment les Français, puisqu'on n'arrête pas de dire que la justice et à l'intérieur c'est un peu comme le couple franco-allemand. Mais oui, Patrick Urban, qui a l'œil, surtout qui m'a dit, attends, je t'ai préparé une petite séquence, donc j'aimerais vous la soumettre. Bon, d'abord, réaction de Véronique Jacquier, Naïma M. Fadel, ensuite, je vous propose la séquence et vous réagirez aussi. Véronique. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec Louis de Raguenel. Et ce qui manque effectivement à la France, c'est de passer à des priorités nationales. Et depuis 2017, on voit, même avant, bien entendu, Emmanuel Macron n'est pas responsable de tout, mais enfin, on voit quand même l'hôpital qui s'effondre, on voit la police qui n'a plus aucun moyen, et c'est une honte. Pareillement pour la justice, même s'il y a eu une petite augmentation du budget, mais enfin, c'est rien du tout par rapport aux enjeux. L'État est un très mauvais employeur. Il devrait effectivement prendre exemple sur d'autres pays. Et moi, j'ai été très déçu par les paroles de Didier Migaud parce qu'on a l'impression qu'il n'est pas. Mais non, mais c'est une guerre qu'il faut mener et il n'est pas dans la bataille. On a l'impression qu'il est en train de commenter ses propres paroles sans aller très loin d'ailleurs. Donc, je partage l'avis de Louis de Raguenel. Ça manquait un peu de punch. Voilà. Ça manque un peu de. Non, mais c'est pas ça. C'est plus grave que ça. Ça manque de punch. Mais les magistrats de Marseille l'ont dit. On a une guerre à mener. On veut plus de moyens. Et on peut on peut la perdre. Ils ont dit, on fait face à la corruption. On fait quoi ? On fait comment ? Voilà. Moi, je l'ai pas senti à l'aise. Pour être très sincère. Je l'ai pas senti à l'aise dans les réponses. Je l'ai pas senti convaincant. Je trépigne d'impatience d'écouter la séquence. Oui, c'est pour ça. Naïma, faites court, parce que Louis de Raguenel piétine d'impatience. Mais allez-y. Non, mais moi, je suis très, très touchée par les propos que vous avez tenus, monsieur, parce que moi, je suis très sensible à la situation que vivent nos forces de l'ordre. Et depuis des années, ils sont malmenés. Je pense qu'on a eu de cesse certains politiques notamment, mais ils n'ont pas été trop, je trouve,
protégés par l'État. Certains politiques n'ont eu de cesse de les désarmer effectivement moralement, et vous êtes aussi désarmés effectivement matériellement. Donc c'est très difficile alors que vous avez en charge dans vos missions notre sécurité, notre protection, au risque de perdre votre vie. Donc moi je suis très sensible et je tiens à vous rendre hommage. Et je trouve qu'aujourd'hui, écoutez, moi j'ai envie de croire à tout ce que nous dit le ministre Retailleau, et encore une fois on le sent engagé, etc. Mais on ne sent pas le même engagement du côté de M. Migaud. Je pense qu'il y a des choses qui coûteraient beaucoup moins cher et qui seraient extrêmement efficaces. Ce dont j'ai parlé tout à l'heure, mais je vais le redire, c'est la question de la place et de la responsabilité des parents. Aujourd'hui, on a des mineurs, 11, 12, 13 ans, qui commencent dans la délinquance. Le docteur Maurice Berger a parlé aussi des mineurs, de la violence des mineurs. Et puis dans l'embrigadement des trafics de drogue, nous avons aujourd'hui des gamins qui commencent là actuellement, parce qu'on n'est plus dans 11, 12, 13 ans, même des gamins qui commencent 7, 8 ans, pour faire le chouf, pour faire le mulet, et c'est extrêmement grave. Et ça, c'est au-dessus de tout le monde. Donc, j'en appelle encore une fois pour sauver ces gamins, à ce que M. Retailleau, le ministre de l'Intérieur, enfin, et avec le garde des Sceaux, nous annonce qu'il y aura une politique de responsabilisation des parents. Allez, comment fonctionne le couple Retailleau-Migaud? Écoutez cette petite séquence, et puis je vais vous faire réagir, évidemment, et les uns et les autres. On a évidemment deux parcours différents. Didier a un parcours qui vient de la gauche et moi de la droite, avec des convictions qui sont très très fermes. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on le voit aujourd'hui, les Français se divisent sur beaucoup de choses, mais aujourd'hui, une énorme majorité de Français veulent l'autorité, ils veulent la fermeté. Une énorme majorité de Français souhaitent qu'on puisse rétablir l'ordre républicain, et c'est ce qui compte. Et ce que nous avons annoncé ensemble, c'est un nouveau combat, c'est même une guerre qu'on va livrer contre le narcotrafic, contre la criminalité organisée, et il faut mettre toutes les forces de l'État en ligne si on veut gagner, comme l'ont fait d'autres pays. C'est difficile, ce sera long, mais on est garant justement vis-à-vis des Français de cette responsabilité. On travaille ensemble. Bon, nous sommes dans un gouvernement qui n'est pas monocolore, vous le savez. Bon, on serait irresponsable si on ne recherchait pas les compromis nécessaires pour travailler dans l'intérêt général, apporter des solutions, apporter des réponses aux attentes de nos concitoyens. Donc c'est ce qui me motive au sein du gouvernement, et je suis heureux qu'on puisse travailler justement ensemble avec le ministre de l'Intérieur. Il faut qu'on puisse continuer à travailler ensemble et apporter des solutions aux Français. Allez, on fait le rappel de l'info avec monsieur Simon Guillain, et je vous fais réagir, et les uns et les autres. Vous avez remarqué, Bruno Retailleau parle de Didier Migaud en disant Didier. Et Didier Migaud ne dit pas Bruno. Enfin voilà, c'est une petite lecture rapide. On dit Thierry. Cher Thierry. Cher Thierry, cher Louis. Allez, réaction juste après, mais tout de suite il est là. Cher Simon Guillain. Bonsoir, cher Thierry.